Mais en tout cas, on l'espère. Entre-temps, on va parler avec notre chroniqueur habituel du jeudi, M. Adrien Pouliot, qui est ici, qui est le chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Hey, salut Martin, ça va bien? Ouais, toi? Oui, très bien. Bon, good. Hier, notre ami Pierre-Carl Péladeau publiait une lettre dans différents journaux au sujet là, du fameux trio infernal de la téléphonie cellulaire. Le Dark Side. Ouais. Dark Side. Tu nous en as parlé la semaine dernière, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ce que M. Péladeau disait hier? Ouais, alors donc, la semaine dernière, on jasait de la grosse campagne publicitaire là, que les trois géants de la téléphonie mobile, là, Bell, Telus et Rogers, avaient lancé pour essayer de convaincre le gouvernement de mettre des bâtons dans les roues à Verizon, là, qui est la plus grosse ou une des plus grosses compagnies de téléphonie cellulaire aux États-Unis, qui songent à entrer au Canada. Eux autres, ils veulent acheter des petits joueurs qui est en semi-faillite et puis entrer au Canada comme ça. Alors évidemment, les grosses compagnies de téléphone disent que ils essaient de rentrer par la porte d'en arrière parce que permettre à des compagnies étrangères de rentrer, c'était correct, mais dans la mesure où c'est des petits joueurs, mais là, étant donné que c'est un gros joueur, ils vont avoir toutes sortes d'avantages qui seraient peut-être normaux pour les petits joueurs, mais pas pour un gros joueur comme Verizon. Et Pierre-Carl avait été assez silencieux sur le débat. On attendait de voir qu'est-ce qu'il avait à dire. Et alors, c'est intéressant parce que Pierre-Carl, il y a plusieurs chapeaux. Évidemment, dans le cas de la téléphonie cellulaire, il y a le chapeau du gars qui est pour la concurrence, parce que lui, il vient de partir une business de cellulaire, donc il est pour la concurrence, et donc c'est une bonne affaire que le gouvernement ait établi des règles pour permettre à des petits joueurs de pénétrer. Parce que lui, si je comprends bien, quand il a commencé la téléphonie cellulaire, là, il y a 3-4 ans, peut-être plus que ça maintenant déjà, là, il n'a pas utilisé les fréquences de Rogers. Il y avait une genre d'association avec Rogers pour qu'il puisse faire ça, lui, il me semble. Il a fait une espèce de deal avec Rogers pour utiliser l'infrastructure de Rogers, puis jusqu'à temps que lui bâtisse sa propre infrastructure. Donc, il partageait les tours, puis certains des systèmes de Rogers. Il a voulu s'entendre avec eux autres lui-même, finalement. Ouais, mais c'était un peu comme c'était un peu comme la marque, mettons, le choix du président là, chez Loblaw. C'était fait par quelqu'un d'autre, mais bon, tu sais. Alors donc, mais éventuellement, Vidéotron a bâti sa propre infrastructure, puis ils ont acheté leur propre fréquence. Ils ont payé 555 millions pour acheter des fréquences dans une espèce de mise à l'enchère que le gouvernement fédéral avait faite. Et donc... Et c'est évident que quand Pierre-Carl Péladeau a mis ça sur pied, mais il faut pas s'attendre à ce que Bell leur fasse des cadeaux. Là, alors donc, Bell a essayé de mettre du sable dans l'engrenage, d'augmenter leurs coûts, tout ça. Mais ça étant dit, Vidéotron a connu un succès monstre au Québec, alors que les trois autres, Wind, Mobilicity puis Public Mobile, dans le reste du Canada, ils ont eu de la misère. Okay. Alors donc, Pierre-Carl, sa position au niveau du cellulaire, c'est une bonne affaire la concurrence, puis il faut briser l'oligopole de Bell, Telus, Rogers. Évidemment, ça fait son affaire. Et il dit même que l'arrivée de Vidéotron dans le portrait puis les autres concurrents, ça fait baisser le prix du cellulaire. Il parle de quoi? 18%, je pense, 18%, à peu près, ouais. Alors, donc, lui, ce qu'il dit, c'est il faut vraiment introduire la concurrence. C'est une bonne affaire. Ça prend des joueurs solides, forts, tu sais, puis donc, c'est bien correct, c'est bien beau. Sauf qu'il en profite pour se dire, si jamais, par contre, le gouvernement veut accorder des nouveaux blocs de fréquences, là, il dit, j'aimerais ça en avoir, moi. Ouais. Alors, j'aimerais ça avoir un petit privilège, puis j'aimerais ça que le gouvernement en garde de côté pour favoriser ceux qui... Favoriser les petits au Canada. C'est ça, les petits, sauf que là... il est pas vraiment petit. Il est pas petit, là, je sais pas c'est quoi sa part de marché au Québec, mais c'est gros, là. Parce que si je comprends bien, comparé aux trois autres que tu me nommais, qui ont eu de la misère dans le reste du Canada, les trois autres, est-ce que c'était juste des gens de cellulaire ou il était comme Péladeau qui était déjà dans le câble puis des postes de télévision et autres choses? Parce que ça l'a sûrement aidé à partir, parce que il offrait un package, je me souviens, il offrait un package si vous aviez le câble, si vous aviez
je sais pas quoi d'autre qui offre la télévision. La téléphonie filaire, l'Internet. Le package, c'est le gros bundle. Ça doit l'avoir aidé à partir. Les autres, est-ce qu'il y avait ça? Les autres, c'est pas des compagnies qui étaient dans la télévision puis le câble, je présume, là. Non, c'est ça. Alors, Win, Mobilicity, puis Public Mobile, eux autres, il y avait rien d'autre au Canada que ça, alors que, évidemment, Vidéotron, Eastlink, dans les provinces maritimes, qui est une compagnie de câble, alors, eux, il y avait déjà d'autres choses en place, tu sais. Alors, donc, Pierre Karl, il dit, OK, j'aime ça la concurrence, mais par contre, j'aime ça aussi avoir un petit bonbon, puis je voudrais... donc, dans le journal, il dit, j'aimerais ça garder mes petits bonbons aussi. Ouais. Mais l'autre affaire qui est assez drôle aussi, c'est que quand Bell a voulu acheter Astral... Oui. Là, c'était pas la même affaire. Tu sais, c'était, on est contre la concurrence, dans le sens que Bell est tellement gros qu'ils vont nous manger tout rond. Et ça, alors donc, des fois, je trouve que, c'est normal, les hommes d'affaires sont tous comme ça, là. C'est des situations réglementaires complexes. On est pogné avec des espèces de fausses concurrences, faux monopoles qui sont gérés par les fonctionnaires. C'est ça le problème, c'est que c'est géré par des fonctionnaires, ça, là. Et là, ce que tu vois, c'est le travail de lobbying de tout le monde. Ouais. Tout le monde tire la couverte de son bord. Et le gouvernement fédéral semble assez décidé à vouloir laisser entrer Verizon parce qu'il pense que ça va être bon pour la concurrence, ça va faire baisser les prix. Là, tout le monde se pose la question un peu, qu'est-ce qui va arriver au Québec? M. Péladeau n'a pas l'air à être trop dérangé par Verizon, mais c'est sûr que ça, pour le consommateur, ça va être bon à long terme de faire entrer Verizon. Et idéalement, ce que le gouvernement doit faire, c'est laisser aller la concurrence et que le meilleur gagne. Puis c'est toujours le consommateur qui va en bénéficier. Ah, c'est ça. C'est comme la radio, tu as le CRTC qui est impliqué. À chaque fois que le gouvernement est impliqué dans quelque chose, on peut pas vraiment parler d'une vraie libre concurrence, là. Non, c'est de la concurrence qui est très, très réglementée par le gouvernement. C'est ça, exactement. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui se magouille en arrière. Oui, c'est ça. Malheureusement. OK. Je suis propriétaire d'une carte Aéroplan CIBC, Adrien, depuis aussi, plusieurs années. Ouais. Et oui, je me suis payé quelques voyages avec ça, absolument que j'ai pas déclaré à l'impôt. J'espère que l'impôt ne m'appellera pas. Parce qu'il y a ils ont même déjà essayé d'écœurer le monde avec ça, tu te rappelles de ça? Oui. Mais là, maintenant, il y a une chicane majeure. Aéroplan qui veut s'en aller avec la banque TD. Moi, j'ai essayé de rejoindre depuis 2 jours des gens de la CIBC. On veut faire aucun commentaire là-dessus. Si je comprends bien, ils veulent même contester ça devant la cour. Oui, c'est ça. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui ont une carte Aéroplan CIBC et c'est un contrat, c'est une entente qu'ils avaient faite avec Aéroplan. Si tu te rappelles, Aéroplan, c'était en fait une filiale, c'est Air Canada qui avait fait ça. Oui. Puis là, c'est une filiale qui est cotée à la bourse qui s'appelle EMEA. Et donc, il y avait une entente avec CIBC et Aéroplan qui arrivait à échéance. Et l'entente disait que après 10 ans, si jamais CIBC... C'est-à-dire qu'Aéroplan avait le droit d'aller signer avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-ci la TD, mais CIBC avait le droit de, on va dire en anglais, matcher le deal. Donc, il avait le droit d'offrir les mêmes termes. D'égaler l'offre. C'est un meilleur français, ça. Égaler l'offre, c'est bon. Alors donc... Aéroplan signe avec TD et annonce l'entente et là CIBC dit là un instant vous ne nous avez pas vraiment offert le droit d'égaler l'offre parce que l'entente que vous avez faite avec TD elle est patentée de façon à ce que nous, on ne soit pas capable de l'égaler. Genre d'appel d'offres, là, comme on voit des faux gouvernements qui favorisent quelqu'un. Là, parce que tu sais que l'autre ne peut pas fournir tel matériel ou telle matière première ou quoi que ce soit. Là. Exactement. Alors, donc, il y a cette chicane-là. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, pour le consommateur? Pour l'instant, je ne sais pas. Il risque d'y avoir une entente hors cours. Là. J'imagine qu'ils vont essayer de régler ça à l'amiable. Il y a des discussions à l'effet que peut-être que CIBC garderait un certain nombre de clients ou une certaine catégorie de clients. La TD aurait une autre catégorie de clients. Mais là, les gens qui se frottent les mains, c'est la Banque Royale puis American Express parce que c'est certain que si le consommateur qui a la carte CIBC se fait dire, ben là, tu peux peut-être changer avec la TD, pense-y, ben là, il va peut-être se dire aussi, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Royale puis ailleurs. Ouais. Alors donc, c'est une situation assez complexe, mais en bout de piste, encore une fois, ça devrait être bon pour le consommateur. La Banque Royale est en train d'aiguiser ses crayons puis de préparer ses campagnes publicitaires comme Amex. Oui, ils voient ça venir, eux autres, là, ils se frottent, ils salivent. Là. Moi, quand j'ai pris cette carte-là, je me souviens plus il y a combien d'années, mais ça doit faire une vingtaine d'années à ce moment-là, quand ça commençait, je pense, parce que j'avais réalisé que
Puis je déménageais en même temps, puis tout ça. Puis j'avais réalisé là, que c'était un bon programme, ça avait l'air intéressant, puis tout ça. Puis bon, j'ai pris cette carte-là, puis en même temps, j'ai ouvert un compte de banque à CIBC, puis tout le kit, puis d'autres affaires qui sont ajoutées par la suite. Puis depuis ce temps-là, je suis exclusivement à la CIBC, et ça fait des années et des années. Et là, je me pose la question, s'il m'enlève cette carte-là, je fais quoi? Je me pose la question présentement. Là, je sais que c'est bon jusqu'au 31 décembre, là. Ça change pas, là. Mais je sais pas ce que je vais faire, Adrien. Non, puis moi aussi, Martin, j'ai une carte Aéroplan CIBC depuis longtemps, puis mais moi je suis pas à une banque, je suis à plusieurs banques, mais pour quelqu'un comme toi qui est qui a tout mis ensemble, c'est un peu comme tu choisis Vidéotron pour tout, ou tu choisis Bell pour tout. Puis là quand tu dis c'est vrai que l'internet, je savais que Vidéotron, peut-être que l'internet me coûterait moins cher chez Bell, mais là il faudrait que je change tout, puis le bordel, puis tout ça. Alors donc il y a beaucoup de gens qui posent la question à savoir si oui ou non ça peut nuire à long terme à CIBC, cette affaire-là. Ouais. CIBC disent qu'ils vont partir leur propre carte avec leur propre système de fidélisation de points, tu sais, mais ça reste à voir. Évidemment, Aéroplan est le plus gros au Canada. Donc, Aéroplan aussi est moins intéressant qu'il l'était au début, là. Tu sais, ça prenait pas mal plus, ça prend beaucoup plus de points faire un voyage que ça en prenait avant, puis tu sais, ils ont calmé les esprits pas mal là, du monde aussi, là. Ouais, sauf qu'Aéroplan vient d'annoncer récemment des modifications à son régime qui vont permettre, par exemple, tu sais, avant les points, il y avait des chances d'expirer, là, ils disent qu'ils expireront plus, et donc ils ont essayé d'embellir un peu ou d'améliorer le régime parce que évidemment il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Tu sais, alors dans la Banque Royale, je sais qu'ils offrent des, mais tu penses en ce moment, ça peut pas avoir des ristournes d'argent même. Oui, c'est ça. Maintenant tu l'as en cash. C'est ça. Avec la Banque Royale, tu l'as en cash. Tu sais, moi je prends l'avion de temps en temps, puis tu vas à l'aéroport, là, puis il y a toujours quelqu'un qui essaie de te vendre une carte de crédit. Là, c'est incroyable. Tu sais, alors beaucoup de concurrence là-dedans, puis c'est bon pour le consommateur. Good. Notre ami Emmanuel Dubois, qui a été élu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un an, même pas, au Québec. Il trouve que 85 000 député provincial, c'est peut-être pas assez. Il est plus intéressé par le 160 000 c'était député fédéral. Alors, il a l'intention de prendre la place, du moins essayer de prendre la place de M. Coderre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis en plus, ils vont avoir une prime de départ. Ouais, alors donc, ça fait 11 mois qu'il a été élu. En fait, il avait été réélu. Je pense que lui, la première fois qu'il a été élu, c'était en 2007 et puis 2008 puis 2012. Alors donc, c'est le premier député de l'Assemblée nationale de la nouvelle QV 2012 qui démissionne. Ouais. Évidemment, c'est pas le premier, là, parce que entre décembre 2008 et puis septembre 2012, là, donc la session d'avant, Mario Dumont avait démissionné, il avait eu 129 000 $. Ah oui. Monique Jérôme Forgette avait démissionné, elle avait eu 146 000. Wow. Camille Bouchard, 100 000. Jacques Dupuis, 150 000. Nathalie Normando, 150 000. David Whistle, 137 000. Tony Tomasso, 122 000. Lynn Beauchamp, 150 000. My God. Et François Legault, n'oublions pas, 128 000, ce qui faisait un total de 1,2 million. Puis là, évidemment, c'est des gens qui sont partis de leur propre gré. Oui, ça, c'est des démissions volontaires. Des gens qui ont perdu leur élection. Non, je parle de ceux qui ont démissionné volontairement, et ça, évidemment, ça déclenche une élection partielle. Oui. Une élection partielle, Martin, au Québec, 500 000 $ ça coûte. Oui. À peu près. Alors donc, 4,8 millions pour les élections partielles que ça a coûté, donc au total, une facture de 6 millions. Alors, je me disais, tu sais, comment ça se fait que qui là, de Mme Marois, puis M. Couillard, puis Legault vont condamner cette prime de départ de 102 000 là qu'on veut payer aux députés de Vio à l'Assemblée nationale, là, M. Dubourg. Finalement, là, je me suis rappelé que Mme Marois, elle a empoché 128 000 $ quand elle est partie, parce qu'on se rappelle qu'elle est partie en 2000, je pense que c'est 2008, je pense. Ouais. Tu sais, elle était partie, puis après ça, elle est revenue comme à la course à la chefferie du PQ. Mais c'est quand Boisvert a été nommé chef qu'elle est partie, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc, alors, elle, c'est bien intéressant parce que quand elle est partie, quand elle a démissionné, c'est ça, en 2006. Puis après la campagne électorale de mars 2007, où Boisclair a mordu la poussière, là, elle est revenue au PQ, puis là, elle est devenue chef en mai 2007. Et là, il fallait qu'elle revienne à l'Assemblée nationale, elle. Oui. Puis il n'y avait pas d'élection. Alors donc, elle n'a pas hésité à provoquer la démission de Rosaire Bertrand, un de ses députés. Dans Charlevoix. Kaching-Ching, lui, a ramassé du cash. Ben oui. Et un autre 500 000 $ pour une élection complémentaire. Oui. Alors, donc, Rosaire Bertrand avait occupé son siège pendant 6 mois, puis évidemment, le PQ n'a jamais hésité un instant à provoquer une élection partielle.
Alors donc, tu sais, on peut pas s'attendre à ce que Mme Marois là s'objecte ben à la prime de départ de 100 000 $ de M. Dubourg. Puis, évidemment, M. Couillard, c'est la même chose. Là. M. Couillard a récolté 125 000 $ lors de sa démission en 2008. C'est incroyable. Puis il revient après. Ah, il revient après. Alors, non, mais les trois sont venus, là. Ah oui, je sais bien. Là, Mme Marois, M. Couillard puis M. Legault, ensemble, ont collecté à peu près 500 000 $ ou 450 000 quelque chose de même. Ils ont coûté 1,5 million en frais à la société en plus. C'est ça. Puis là, ils reviennent, les trois. C'est quand même assez hallucinant. Mais là, Drainville, là, le député Drainville, là, qui veut modifier ça, ça fait des mois et des mois qu'il nous en parle, mais il se passe rien. Puis là, il essaye de mettre ça sur la faute de Legault puis la faute de Couillard, comme quoi il n'y a rien qui est fait encore. Mais c'est-tu vraiment leur faute ou c'est Drainville qui sont pas plus pressés que ça, le Parti québécois, à régler le problème? Ils nous envoient ça un petit peu là, pour bien paraître, peut-être, là? Ben, je sais pas. Tout le monde se blâme, tout le monde se pointe. L'ADQ a dit oui, on est peut-être d'accord en partie. M. Couillard a dit oui, mais peut-être, mais il faudrait vérifier. Il faudrait qu'on compare la rémunération des députés du Québec avec le reste des députés du Canada pour voir si leur salaire est correct. Mais là, ça n'a rien à faire avec le salaire des députés, ça. Là, c'est une question de principe. Tu sais, Martin, en affaires, là, moi, j'en ai embauché des employés. Là, quand un gars démissionne volontairement, tu lui donnes à rien. Il n'est pas obligé de partir, là. Non. Et tu lui donnes ce qui reste comme journée de vacances. C'est ça. Pas pris. That's it, là. Puis quand tu le congédies, c'est normal que il y a des lois civiles là-dessus. C'est ça. La jurisprudence où les juges ont dit, ben écoute, tu as le droit de mettre fin à un contrat qui n'est pas à durée fixe, là, tu sais, une durée indéterminée. Tu as le droit de mettre fin au contrat sans cause. OK? Sans cause, comme, je veux dire, dans le sens où tu n'as pas volé dans la caisse, ou ça même, là. Mais à ce moment-là, les juges ont dit, il faut que tu donnes un certain montant d'argent raisonnable pour que la personne normale puisse avoir une chance raisonnable de se retrouver une job. Souvent, c'est quoi? C'est pas une semaine par année d'ancienneté ou à peu près? C'est ça dépend. C'est un cadre supérieur, un cadre inférieur, ça dépend de ton âge. Est-ce que je suis allé te débaucher d'un autre employeur pour t'embaucher? Bon. Alors, mais tu sais, là, quelqu'un qui a 50, 55 ans, qui est un cadre assez supérieur, tu vas avoir peut-être un an et demi, tu sais. Ça varie. Il n'y a rien de précis, c'est la jurisprudence qui établit ça. Mais c'est clair que si tu démissionnes volontairement, t'as rien parce que souvent, si tu démissionnes, c'est parce que t'as une job ailleurs. Mais dans la fonction publique, c'est souvent de même. On a vu des démissions aussi de haut placés, là, comme à Hydro-Québec ou à l'Auto-Québec ou à la Caisse de dépôt, qui ont eu des grosses primes de départ aussi, même s'ils quittaient eux-mêmes. Là. Ouais, il y a un problème majeur, là. Ouais, c'est sûr que quand tu es mettons que tu es un cadre, tu es un président de compagnie américain incroyable, tout le monde veut t'avoir, ben là, tu vas peut-être pouvoir négocier dans ton contrat de travail. Oui, mais ça, on l'a donné aussi à des hauts fonctionnaires. Non, c'est ça qui n'est pas correct. C'est que si tu négocies ça, une entreprise privée qui a dit, écoute, Martin Paquette, c'est le meilleur animateur sur la planète, puis je vais absolument l'embaucher, puis même, il veut avoir le droit de démissionner puis d'avoir une prime de départ. Écoute, moi, je le veux tellement, Martin Paquette, là, je l'embauche, puis je vais lui donner sa prime de départ si jamais il démissionne. Ça, c'est correct, c'est négocié entre, tu sais, dans le privé. J'allais justement suggérer ça à la boss. C'est ça. mais, je veux dire, dans la fonction publique, je trouve que c'est absolument, c'est inacceptable. Puis en plus, il y a une autre game aussi qui se fait, là, qui est un peu étrange. Tu te rappelles Macaque Auto? Oui. Et je pense que sa femme, eux autres, ils étaient au fédéral. Et ils ont... sa femme a démissionné, elle a eu une prime de départ, puis lui, il a démissionné, il a eu une prime de départ, puis il est allé en élection dans à peu près le même comté, mais au provincial, puis il a été élu. Ouais. Et donc, en théorie, si Macaque Auto redémissionnait, il y aurait eu 2 primes de départ pour occuper le même, à peu près, espace territorial dans à peu près le même comté. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est pathétique. C'est comme si c'était... Il n'y a aucune pudeur avec l'argent du contribuable. Puis on l'a vu au municipal, là, avec Vaillancourt, puis Duplessis, puis Tremblay, puis je sais pas qui d'autre. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment... Le plat de bonbons est là, puis on se sert au plus vite avant de se faire mettre à la porte, puis qu'on mette un autre parti à la place. C'est les concurrents du Parti libéral du Québec et les jeunes libéraux se sont réunis la fin de semaine passée. Monsieur Couillard est allé faire un petit tour la dernière journée pour faire acte de présence
montrer que c'était lui le boss, finalement. Oui. Y a-tu des choses qui t'ont impressionné dans cette fin de semaine-là du Parti libéral? Ben, en fait, ce qui m'a disons, fait réfléchir le plus, c'est l'espèce de conférence de presse que M. Couillard a eue à la fin pour dire que c'était le Parti libéral qui était le vrai parti du progressisme au Québec. Ouais. Et beaucoup de commentaires à l'effet que le Parti libéral essaie de se positionner encore plus à gauche que le PQ. Tu sais. Oui, c'est bizarre. Ouais, vraiment... et M. Couillard, évidemment, a été re-questionné là-dessus dans les jours qui ont suivi, là, lundi, mardi, au début de la semaine. Et il a dit non, il dit c'est bien normal. Le Parti libéral a toujours été le parti du progressisme. Et la différence entre le progressisme des libéraux et le progressisme du PQ, c'est que nous, on est en faveur d'une économie forte, alors que les politiques économiques du PQ n'encouragent pas une économie forte. Donc, on peut pas taxer autant les gens pour financer les programmes sociaux sous les péquistes que sous les libéraux. C'est à peu près ça qu'il a dit, là. Ouais. Mais moi, ça m'a fait réfléchir, Martin, tu sais, le mot progressisme, c'est supposé d'avoir une connotation positive, progressisme. Hein? C'est le mot que les gens de la gauche utilisent, que les socialistes utilisent. Le progrès dans les éoliennes, c'est pas un gros progrès là, qu'on peut voir. C'est ça. C'est parce que le progressisme et progrès, c'est deux choses différentes. Progressisme, pour moi, ça veut dire y aller à petits pas, doucement, vers une intervention étatique de plus en plus grande, où on a moins de liberté individuelle, puis de plus en plus de gouvernement. On va changer le nom du parti, on va l'appeler le Parti progressiste libéral, comme dans le temps, on avait le Parti progressiste conservateur. Ouais, c'est ça. Puis on parle beaucoup, les gens, les supposés progressistes parlent toujours de justice sociale, puis ça aussi, c'était... Tu sais, il y a quelque chose qui me fatigue un peu là-dedans parce que, bon, évidemment, on a tous été, en tout cas, la plupart de nous ont été élevés dans la religion judéo-chrétienne où tu dois aider ton prochain quand tu es dans le pétrin, tu sais. Mais c'est pas une carrière, là, d'être au crochet de la société. Non. Puis l'Église nous disait, ouais, OK, tu peux bien lui donner un poisson, mais oublie pas d'y apprendre à pêcher, tu sais. Ouais. Alors, donc, la justice sociale, c'est quoi? Est-ce que c'est l'égalité des chances? L'égalité des chances, c'est un peu irréaliste, là. C'est sûr que, bon, maintenant, au Québec, tout le monde a accès à l'éducation, donc en partant, une grosse partie tu sais, tout le monde a à peu près la même chance. Oui, chacun a une chance de partir comme il faut, là. Mais égalité des chances, ça veut pas dire égalité des résultats. Non. Tu sais, tu peux aller à l'école puis ne pas travailler fort puis tu vas avoir 62%, alors que ton petit voisin de classe, lui, il va travailler plus fort que toi puis il va avoir 90%. Alors, donc, égalité, justice sociale, ça veut pas dire égalité des résultats. Au Québec, pour moi, ce qui est important dans une société, c'est d'avoir une méritocratie, un système où tout le monde a la chance de partir, puis on met pas de barrière aux gens s'ils ont du talent, tu sais. Donc, tu bloques pas les gens avec des permis, avec toutes sortes de restrictions, tu sais. Tu peux rentrer dans la construction sans être obligé de faire des milliers d'heures comme apprenti. Quand tu y penses aussi, Adrien, c'est ça qu'on a besoin dans une société. Si tout le monde réussit à avoir 99%, puis si tout le monde veut rentrer en médecine, on va avoir un méchant problème tantôt, là. Ouais. Ça nous en prend aussi des ouvriers, là, qui n'ont pas nécessairement des diplômes universitaires pour être, je sais pas quoi, moi, plombier, menuisier, pour être whatever. Ouais. Si tout le monde veut devenir médecin, on va un méchant problème tantôt, hein? Ouais, il n'y a pas de sous-métier, là. Non, mais ça, exactement. Médecin, il y en a besoin d'un plombier, exactement, là, mais c'est ça aussi, là, tu sais. Puis l'autre question que je me posais, Martin, c'est, OK, justice sociale, mais la classe moyenne, là, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on la traite de façon juste aujourd'hui? Là, la classe moyenne, il paye, quand tu calcules là, les impôts, les taxes, le TPS, TVQ, la carte sur l'essence, blablabla, là, il paye 48% d'impôts. C'est eux qui en ont le moins au bout de l'année. Ah, c'est ça. Alors, tu sais, peut-être qu'on devrait avoir un parti de la justice sociale pour la classe moyenne. Là. Les jeunes libéraux parlent même aussi là, qu'au niveau des garderies à 7$, non, on laisse ça à 7$, mais peut-être ceux qui font plus d'argent vont payer plus cher, puis ceux qui font moins d'argent vont payer moins cher. Ben là, c'est plus des garderies à 7$ finalement. Là. Changer le nom, c'est plus pareil, là, tu sais. Non, puis quand tu vas chez Métro, là, le lait, là, tout le monde paye le même prix. Exactement. T'sais. Alors donc, justice sociale, je trouve que c'est un mot qui est galvaudé, puis progressiste. Tu sais, quand on pense, là, c'est qui les modèles
québécois du progressisme, ben moi je pense à Léopold Lauzon, à Jean Bard, je pense à Québec solidaire, puis tous les groupements marxistes communistes là, dans lesquels Québec solidaire fraye, puis je pense à l'establishment syndical qui souvent sous le couvert d'une espèce d'écran de fumée, et là, ben plus pour protéger ses membres puis le corporatisme de syndicaliste que vraiment pour avoir une société plus juste. Je pense à Lassé puis à son journal l'Ultimatum, qui est à peu près ça. Lire l'Ultimatum puis lire la Pravda, là, c'est à peu près pareil. Alors, donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut avoir comme modèle de progressisme au Québec? Puis libéral, ça a toujours voulu dire liberté. Tu sais, dans le mot libéral, il y a le mot liberté. Au milieu du 19e siècle, c'est là que le mouvement libéral a démarré pour se libérer de l'empreinte des monarques, tu sais, le roi, puis... Mais là, c'est vraiment de l'opportunisme politique, dans le sens qu'il voit sa compétition, excuse-moi Adrien, du côté de la gauche, beaucoup avec le Parti québécois. Fait qu'on dirait qu'il veut se positionner, justement, là, c'est de l'opportunisme politique qu'il fait là. Ben, en fait, c'est drôle parce que je parlais à un autre animateur de Radio X, que je nommerai pas, puis il m'a dit, ben c'est ça, c'est rien que de... Il y croit même pas, M. Couillard, c'est ce que cette personne me disait. Il y croit pas à ça, mais c'est de l'opportunisme politique, c'est d'aller ramasser là, ce qu'il y a à gauche. Là. Alors moi, je suis bien content, ça veut dire qu'il ne reste plus personne à droite. Je suis bien content. Un autre de la politique provinciale, M. Hossan, qui quitte le Québec, lui qui a quitté la politique, ou là s'occuper de sa famille, être plus proche de sa famille, tant mieux. J'espère que sa famille le suit à Londres. Il s'en va travailler en finance à Londres. Et il dit, ben, j'ai pas eu d'offre au Québec. Ouais. Un économiste qui a un doctorat, qui se dit être un très, très bon. Tu veux dire, il a un bon égo, ce gars-là, on le sait, là. Toi, ça te dit quoi? Comment ça se fait que personne n'y a offert une job au Québec? Ça se peut-tu que ces tendances tellement gauchistes pour un économiste a fait que bien des gens dans le monde de l'économie qui n'étaient pas intéressés de l'avoir au Québec? Ben écoute, il a écrit un article dans son blog du Journal de Montréal hier, je pense, vraiment hier, et il disait, il espérait tout haut que c'était pas à cause de ça qu'il n'avait pas été embauché, le fait que l'Option nationale est un mouvement souverainiste, mais moi je pense une mouvement gauchiste aussi, là, progressiste, comme on dit. Et il dit, j'espère que c'est pas à cause de ça que j'ai pas eu d'offre au Québec. Il dit qu'il y en a eu de l'extérieur du Canada, un peu partout. C'est parce qu'ils le connaissent moins ou quoi? Ouais, je sais pas, là, tu sais, il avait déjà travaillé chez, je pense que c'est chez Goldman Sachs, hein, je pense qu'il retourne à la même compagnie. Il avait déjà travaillé à Londres, en tout cas. Écoute, c'est une question très personnelle, là. J'espère pour lui que, puis je comprends qu'il ait pu vouloir démissionner pour s'occuper de sa famille. Ce que je comprends moins, c'est qu'il a peut-être dû y penser avant, là, de se lancer en politique, tu sais, mais bon, je sais pas, je connais pas sa situation personnelle. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est que les politiciens, leur vie privée est pas privée, tu sais, c'est vraiment dans le public. Puis il y a beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont dit toutes sortes de choses. Puis dans un sens, je me mets dans ses souliers, puis je me dis, wow, tu sais, tout le monde commente sur ma vie privée, donc c'est ça la vie d'un politicien. T'sais. Ah non, ça, il n'y a pas de... Good, mais merci beaucoup, Adrien. Puis nous autres, ça met un terme à l'émission parce que c'est le temps de partir. Hey, je vais être à Québec le 22 puis le 23. Je veux dire ça à nos auditeurs de Québec. Je suis à Québec le 22 puis le 23. Alors, je vais mettre ça sur mon site web, là, particonservateurquebec.org. Là, j'ai bien hâte d'aller faire un tour. On va rencontrer des gens à Québec, là. On va se promener, on va aller à l'expo, on va faire toutes sortes de choses. Alors, allez voir sur le site web du Parti conservateur, là, tous les détails vont être là. Good. Ben, merci bien, Adrien. Puis comme je vous dis, nous, demain, il n'y a pas vraiment d'émission. On fait les best